Jamais je n'aurais imaginé que ma vie prendrait un virage aussi brutal. Je m'appelle Sébastien, j'ai 34 ans, et il n'y a pas si longtemps, je pensais avoir tout sous contrôle, une entreprise florissante, une femme que j'aimais, une maison à moi, et une famille qui, malgré ses imperfections, était la mienne. Mais la vie a des façons cruelles de vous ouvrir les yeux. Tout a commencé il y a quelques années, quand j'ai rencontré Valérie. Elle avait 28 ans à l'époque. Elle était amusante, attentionnée, et même si parfois elle semblait plus intéressée par le superficiel que par le profond, j'étais éperdument amoureux. Je pensais qu'avec le temps, notre amour grandirait et qu'elle apprendrait à apprécier les choses simples, comme moi. Valérie vivait avec sa mère, Martine, une femme d'environ 55 ans qui m'a toujours donné une drôle d'impression. Elle n'était pas mauvaise, du moins, c'est ce que je croyais, mais elle avait cette façon de parler qui laissait toujours transparaître des allusions à l'argent, à la stabilité, ou au fait que Valérie méritait le meilleur. Je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, après tout, c'était sa mère, et je comprenais qu'elle veuille le bonheur de sa fille. Lorsque Valérie et moi avons décidé de nous marier, 2 ans après notre rencontre, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas laisser Martine seule. C'est ma mère, Sébastien, elle n'a personne d'autre, m'a-t-elle dit avec ce regard qui me faisait toujours céder. Moi, qui ai toujours voulu faire plaisir, j'ai accepté qu'elle vienne vivre avec nous. Ma maison est grande, il y a de la place pour tout le monde, ai-je dit. C'est ainsi que nous nous sommes installés tous les 3 dans ma maison, une propriété que j'avais acquise après des années de travail acharné et d'économie. Ma maison n'était pas un château de la Loire, je l'avais achetée à 29 ans, après que mon entreprise a commencé à décoller. C'était une maison de 2 étages dans un quartier tranquille de Lyon. Quand Valérie et Martine ont emménagé, je voulais qu'elles se sentent chez elles. Je leur ai dit de décorer à leur goût, d'acheter ce dont elles avaient besoin. C'est notre foyer maintenant, leur disais-je. Et même si parfois je sentais que Martine en profitait un peu, achetant des choses coûteuses sans me consulter, je laissais passer. Je voulais que Valérie soit heureuse. Mon travail était ma fierté. Avec Marc, mon meilleur ami depuis l'université, nous avions fondé notre entreprise de conseil en technologie. Il était le génie créatif, toujours avec des idées innovantes, et moi, celui qui mettait de l'ordre, gérait les chiffres et signait les contrats. Ensemble, nous étions inarrêtables. En 5 ans, nous sommes passés de 2 gars travaillant dans un garage à un bureau en plein centre de Paris, avec 15 employés et des clients partout en France. Nous gagnions bien notre vie, très bien. Je n'étais pas millionnaire, mais j'avais de quoi vivre confortablement, voyager de temps en temps, et offrir à Valérie et Martine une vie sans souci. Valérie ne travaillait pas. Quand nous nous sommes mariés, elle a quitté son emploi d'assistante. Je veux me consacrer à notre foyer, m'a-t-elle dit. Je n'y ai vu aucun problème, mon salaire était plus que suffisant pour nous 3. Et j'aimais l'idée qu'elle soit tranquille. Je lui ai donné une carte de crédit supplémentaire pour qu'elle achète ce dont elle avait besoin, et une autre à Martine, car Valérie a insisté sur le fait que sa mère avait aussi besoin d'une certaine indépendance. Je payais tout. Les factures, les services, les sorties au restaurant, les robes de créateur que Valérie voulait, les soins de beauté de Martine. Parfois, en regardant les relevés de compte, j'étais surpris de voir à quel point elle dépensait, mais je laissais passer. C'est pour ma famille, me disais-je, elle le mérite. Tout semblait parfait, du moins c'est ce que je croyais. Mais le stress a commencé à s'accumuler. L'entreprise se développait rapidement, et avec cela venait plus de responsabilités. Nous avions un contrat important avec une multinationale, et les négociations étaient intenses. Je travaillais 12, parfois 14 heures par jour. J'arrivais à la maison épuisé, et même si Valérie me recevait toujours avec un câlin, je remarquais que nos conversations se concentraient davantage sur ce qu'elle voulait acheter ou où elle voulait aller, plutôt que de me demander comment j'allais. Martine, quant à elle, avait toujours une nouvelle plainte. La maison avait besoin de quelque chose de neuf, ses vêtements étaient passés de mode. J'ai continué, pensant que c'était normal, que les familles étaient comme ça. Un jour, tout a basculé. C'était un mardi matin. J'étais au bureau, en train de revoir des documents pour le contrat. Marc était à mes côtés, parlant au téléphone avec un client. Je me souviens avoir ressenti une douleur étrange à la poitrine, comme si quelqu'un me serrait. J'ai pensé que c'était de la fatigue, que j'avais besoin d'un café. Je me suis levé pour en prendre un, mais mes jambes n'ont pas répondu. La dernière chose dont je me souviens, c'est le visage de Marc criant mon nom alors que tout devenait noir. Je me suis réveillé dans un hôpital,
des tubes dans les bras et un bip constant à mes côtés. J'étais confus, faible. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir Valérie, mais elle n'était pas là. À sa place, Marc était assis sur une chaise, le visage fatigué mais soulagé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je murmuré. Un médecin est entré avant que Marc ne puisse répondre. « Sébastien, je suis le docteur Dubois. Vous avez fait un infarctus. Vous avez passé 3 semaines en réanimation. Vous êtes stable maintenant, mais c'était grave. 3 semaines ? Je ne pouvais pas y croire. 3 semaines inconscient, luttant pour ma vie. J'ai demandé à Marc où étaient Valérie et Martine. Son visage a changé, il est devenu sérieux. Je les ai appelés, Sébastien, le premier jour où on t'a amené ici. Je leur ai dit que tu étais gravement malade, qu'elles devaient venir. Mais elles ne sont jamais venues. Pas une seule fois. Elles n'ont pas répondu à mes messages après ça. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Ma femme, la femme que j'aimais, n'était pas venue me voir. Ma belle-mère, que j'avais accueillie chez moi, non plus. J'ai essayé de les justifier dans ma tête. Peut-être étaient-elles effrayées, peut-être ne savaient-elles pas comment gérer la situation. Mais au fond, quelque chose s'est brisé. Marc m'a regardé et a posé une main sur mon épaule. Tu n'es pas seul, mon frère. Je suis là. Les jours suivants ont été un flou. On m'a donné mon congé une semaine plus tard, avec des instructions strictes de me reposer et de prendre mes médicaments. Marc m'a ramené chez moi dans sa voiture, car la mienne était toujours au bureau. Pendant le trajet, nous n'avons pas beaucoup parlé. Je regardais par la fenêtre, essayant de me préparer à affronter Valérie et Martine. Je voulais croire qu'elles avaient une explication, que tout était un malentendu. Mais quand je suis arrivé chez moi, ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. J'ai ouvert la porte d'entrée avec ma clé, sans faire de bruit. Je n'avais pas prévenu de mon retour, je voulais voir leur réaction. La maison était différente. Il y avait de nouveaux meubles, des décorations que je ne reconnaissais pas. J'ai monté les escaliers vers ma chambre, celle que je partageais avec Valérie. Quand j'ai ouvert la porte, le monde s'est effondré. Mes affaires n'étaient plus là. Mes vêtements, mon ordinateur, les livres que je gardais sur ma table de chevet, tout avait disparu. À la place, j'ai vu les vêtements de Valérie, comme d'habitude, mais aussi des chemises d'homme, une ceinture qui n'était pas la mienne, une paire de chaussures que je ne reconnaissais pas. J'ai eu l'impression que l'air me manquait. Sébastien. La voix de Martine m'a fait sursauter. Elle était à la porte, les yeux écarquillés. Elle était nerveuse, presque tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La question m'a mis en rage. Ce que je fais ici ? C'est ma maison. Où sont mes affaires, Martine ? Qu'est-il arrivé à tout ce qui était à moi ? Elle a balbutié, cherchant ses mots. Nous pensions que tu n'y arriverais pas. Marc nous a dit que tu étais très mal. Nous avons vendu tes affaires pour ne pas souffrir, pour continuer. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Elles avaient vendu mes affaires parce qu'elles pensaient que j'allais mourir. Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était Valérie. Son rire a empli la maison. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés, l'enlaçant, se tenait un homme. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était son ex, Didier, le type dont elle parlait toujours avec mépris, disant qu'il était un raté. Mais il était là, le bras autour de ma femme, dans ma maison. Quand Valérie est entrée dans la pièce et m'a vu, son visage s'est décomposé. Elle a lâché Didier rapidement, avec un sourire forcé. « Mon amour, tu es là ? Comment vas-tu ? » Je n'ai pas répondu. Je tremblais de rage. « Qu'est-ce qui se passe, Valérie ? Pourquoi avez-vous vendu mes affaires ? Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'hôpital ? Et qu'est-ce qu'il fait ici ? » Elle a essayé de s'approcher, mais j'ai reculé d'un pas. « Sébastien, calme-toi, tout a une explication. Nous pensions que, enfin, que tu n'allais pas t'en sortir. Et Didier, il est juste venu nous aider. » « Aider ? » ai-je crié. « Aider à prendre ma place. » Martine a essayé d'intervenir, mais je l'ai interrompu. « Et ça, qu'est-ce que c'est ? » ai-je dit en désignant le collier de diamants qui brillait autour du cou de Valérie. « Je vois que vous n'avez pas perdu de temps. D'où vient l'argent pour ça ?
J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de ma banque. Mon cœur s'est serré. Des dépenses et encore des dépenses. Des vêtements de créateur, un voyage à Saint-Tropez, des bijoux, des restaurants chics. Tout avec ma carte, mon argent. Pendant que j'étais en réanimation, luttant pour ma vie, elles dépensaient mon argent. Pendant que j'étais à l'hôpital, elles ne sont pas venues me voir une seule fois. Ai-je crié. Valérie a commencé à balbutier des excuses, disant qu'elle était stressée, qu'elle avait besoin de prendre soin d'elle. Didier, l'ex, est resté silencieux, regardant le sol, comme s'il n'avait rien à voir avec ça. Je n'en pouvais plus. Je suis sorti de la pièce, j'ai descendu les escaliers et je suis monté dans ma voiture. Je tremblais de rage, mais aussi de douleur. Tout ce que j'avais donné pour elle, tout ce que j'avais construit, ne signifiait rien pour elle. Pendant que je conduisais, j'ai pris mon téléphone. D'abord, j'ai appelé la banque et annulé toutes les cartes, y compris celles de Valérie et Martine. Puis j'ai appelé mon avocat, Julien, un ami de confiance. Julien, j'ai besoin que tu prépares des documents. Je veux que Valérie et Martine remboursent chaque centime qu'elles ont dépensé sans ma permission, et je veux le divorce. Immédiatement. Julien n'a pas posé de questions. Il a juste dit, donne-moi un jour, Sébastien. Ce sera prêt. Cette nuit-là, je suis resté dans un hôtel. Je ne pouvais pas retourner dans cette maison, pas encore. Mais le lendemain, je suis revenu. Je tenais une chemise en carton à la main, avec les documents que Julien avait préparés. Quand Valérie et Martine m'ont vu entrer, elles se sont tues. Je leur ai tendu la chemise avec un sourire froid. Ouvrez-la, ai-je dit. Quand elles l'ont fait, leurs visages se sont décomposés. Il y avait 3 documents, un exigeant le remboursement de l'argent dans les 5 jours, sous peine de poursuite judiciaire, un autre, les papiers du divorce, déjà signés par moi, et le 3e, un ordre d'expulsion. Elles avaient un jour pour quitter ma maison, sinon j'appellerais la police. Valérie a commencé à pleurer. Sébastien, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. J'ai rompu avec Didier, il ne signifie rien. Revenons à être une famille. Martine l'a rejointe, suppliant, disant qu'elles étaient ma famille. Mais je me suis contenté de rire. Vous êtes prévenus, ai-je dit, et je suis parti. C'était la première fois en des semaines que je ressentais quelque chose de proche de la paix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un objectif clair. Je n'allais pas les laisser me voir faible. J'ai mis une chemise propre que j'avais achetée en chemin, car bien sûr, mes vêtements n'existaient plus grâce à Martine. J'ai pris un café fort et je suis retourné chez moi. Quand je suis arrivé, j'ai vu de ma voiture que Valérie et Martine chargeaient des valises dans la voiture d'un ami qui était venu les aider. Je ne leur ai pas dit au revoir, je ne les ai pas regardés. J'ai juste entendu la porte se fermer et le moteur de la voiture s'éloigner. Quand je suis entré dans le salon, j'ai vu les papiers du divorce sur la table, signés par Valérie. Elle n'avait rien écrit, elle n'avait pas laissé de mots, juste sa signature tremblante, comme si elle avait hésité jusqu'au dernier moment. Mais cela m'était égal. C'était le premier pas vers ma liberté. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma maison pour la première fois depuis des semaines, mais je ne me sentais pas chez moi. Tout était contaminé par ce qu'elles avaient fait. J'ai décidé que le lendemain, je commencerais à nettoyer, littéralement et figurativement. J'ai engagé une entreprise de nettoyage pour tout désinfecter et j'ai commandé de nouveaux meubles pour remplacer ceux qu'elles avaient achetés avec mon argent. J'ai aussi appelé un serrurier pour changer toutes les serrures. Je n'allais prendre aucun risque. Les jours suivants ont été un tourbillon. Je suis allé à la banque pour vérifier mes finances. Bien que Valérie et Martine aient dépensé une fortune, mon entreprise continuait de générer des revenus et j'avais des économies qu'elles ne pouvaient pas toucher. J'ai parlé à Marc au téléphone, le remerciant de m'avoir sauvé la vie. Il semblait inquiet, mais aussi un peu distant. « Sébastien, repose-toi, mon ami, ne te soucie pas de l'entreprise, je m'en occupe, m'a-t-il dit. » Quelque chose dans son ton m'a mis mal à l'aise, mais je l'ai attribué au stress. Après tout, il avait tout géré pendant que j'étais à l'hôpital. 4 jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais à la maison, en train de vérifier des factures, quand on a frappé à la porte. C'était Valérie, seule, avec une mallette à la main. « Sébastien, voici l'argent », a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. J'ai ouvert la mallette et j'ai compté.
C'était presque tout ce qu'elles avaient dépensé, en espèces. Je n'arrivais pas à y croire. D'où as-tu tiré ça, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. J'ai fait ce que je devais faire. Je ne veux pas de problème juridique. Sa voix était froide, sans trace des larmes d'avant. Je lui ai dit que je vérifierais avec la banque, et elle a juste hoché la tête et est partie. Je suis resté debout à la porte, la mallette à la main, me demandant comment diable elles avaient pu obtenir autant d'argent. Valérie ne travaillait pas, Martine non plus. Elle n'avait pas d'économie, pas de propriété. Quelque chose ne collait pas. J'ai décidé de ne pas trop y penser pour le moment. L'important était que j'avais récupéré mon argent, du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain, je suis allé au bureau pour la première fois depuis que j'étais en réanimation. Je voulais reprendre le contrôle, retrouver ma vie. Quand je suis arrivé, tout semblait normal. Les employés travaillaient, les téléphones sonnaient. Mais quand je me suis approché du parking, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était Marc, mon meilleur ami, l'homme qui m'avait sauvé la vie, embrassant Valérie dans sa voiture. Martine était à ses côtés, souriant comme si tout allait bien. Je les ai vus se dire au revoir. J'ai entendu Valérie dire « On se voit ce soir ». Et là, tout s'est imbriqué. L'argent, la mallette, l'attitude distante de Marc. Je n'arrivais pas à y croire. Mon meilleur ami, le type en qui j'avais le plus confiance au monde, était avec ma femme, ou ex-femme pour être exact. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Ce n'était pas seulement que Valérie m'avait trahi, maintenant Marc, l'homme que je considérais comme mon frère, l'avait aussi fait. Je suis resté dans ma voiture, immobile, les regardant s'éloigner. Je ne suis pas entré au bureau. Je ne pouvais pas l'affronter, pas encore. Cette nuit-là, j'ai rappelé Julien. J'ai besoin d'une autre faveur, lui ai-je dit. Je veux vendre ma part de l'entreprise. Julien a essayé de me convaincre de reconsidérer, mais ma décision était prise. Je ne pouvais pas travailler avec quelqu'un qui m'avait poignardé dans le dos. Je lui ai aussi demandé d'enquêter si quelque chose était louche avec l'argent que Valérie m'avait rendu. Je veux tout savoir, Julien, tout. Les jours suivants ont été un mélange de soulagement et de douleur. D'un côté, je me sentais libre. Valérie et Martine étaient parties de ma maison, les papiers du divorce étaient en cours, et j'avais récupéré mon argent. Mais la trahison de Marc était un coup inattendu. Je me suis souvenu de toutes les fois où il venait à la maison, comment il plaisantait avec Valérie, comment Martine le regardait toujours avec méfiance. Quand tout cela avait-il commencé? Étaient-ils ensemble avant l'infarctus? Est-ce pour ça que Valérie n'est pas venue à l'hôpital? J'ai décidé que je n'allais pas me laisser détruire. Je suis allé à la salle de sport, j'ai commencé à mieux manger et j'ai suivi les ordres du médecin à la lettre. J'ai aussi commencé à chercher un nouveau projet, quelque chose qui me rendrait l'étincelle. Je ne voulais pas être l'homme qui s'effondre face aux trahisons. Je voulais être l'homme qui se relève, qui prouve que personne ne peut lui enlever ce qui lui appartient. J'ai essayé de reprendre ma vie pendant que mon avocat m'aidait avec la vente de mon pourcentage dans l'entreprise. Mais une semaine s'est écoulée, et quelque chose me tracassait toujours. C'était Marc. J'avais besoin de lui parler pour éclaircir les choses et pour enfin être tranquille. Alors, le lendemain, je suis allé à l'entreprise. Marc était dans son bureau, assis devant son ordinateur. Quand il m'a vu, il a sauté de sa chaise, avec un sourire qui semblait sincère. « Sébastien, mon frère, comment vas-tu? Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. » Sa voix était chaleureuse, mais ses yeux le trahissaient. Il y avait de la nervosité, une étincelle de peur. Je me suis assis en face de lui, sans sourire. « Nous devons parler, Marc, » ai-je dit d'un ton qui ne laissait aucune place à la plaisanterie. J'ai fermé la porte du bureau et je l'ai fixé. Il s'est rassis lentement, comme s'il savait que quelque chose d'important allait arriver. « Je t'ai vu, » ai-je dit sans détour. Sur le parking, avec Valérie et Martine. Tu étais là, souriant comme si tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Dis-moi la vérité. Son visage a changé. Le sourire a disparu, et pendant une seconde, il a semblé qu'il allait tout nier. Mais ensuite, il a soupiré, a passé sa main dans ses cheveux et a baissé les yeux. « Sébastien, je suis désolé, » a-t-il dit. « Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. » J'ai eu envie de crier, mais je me suis contrôlé. « Explique-moi, »
ai-je dit, les dents serrées. Et là, tout est sorti. Marc a avoué que lui et Valérie avaient commencé à se parler davantage pendant que j'étais à l'hôpital. Il a dit qu'elle l'avait cherché en pleurant, disant qu'elle était dévastée par mon état. Lui, comme l'idiot que je sais qu'il est maintenant, l'a cru. Il a dit qu'au début, il voulait juste l'aider, mais qu'une chose en a entraîné une autre. Je n'ai pas prévu que ça arrive, Sébastien, c'était une erreur, a-t-il dit, la voix brisée. Une erreur, ai-je répété. Une erreur, c'est de l'embrasser sur le parking. Une erreur, c'est de lui donner l'argent pour qu'elle me rende ce qu'elles ont dépensé, parce que c'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Cette mallette n'est pas sortie de nulle part. Marc est resté silencieux, et c'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Mais il y avait plus. Je lui ai demandé s'il avait utilisé l'argent de l'entreprise, et son silence a été assourdissant. Réponds, Marc, ai-je crié, perdant patience. Finalement, il a admis qu'il avait contracté un prêt sur les comptes de l'entreprise pour l'aider. J'allais le rembourser, a-t-il dit. Je ne voulais pas que tu aies des problèmes légaux avec elle. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Non seulement il m'avait trahi avec ma femme, mais il avait mis en péril notre entreprise, le rêve que nous avions construit ensemble. Je me suis levé, tremblant de rage. Tu es viré, Marc. Je ne veux plus jamais te revoir. Je vais parler à Julien pour vendre ma part de l'entreprise, et si je découvre que tu as touché un centime de plus que ce que tu as avoué, je te jure que ça ne va pas bien se passer pour toi. Il a essayé de parler, de me demander pardon, mais je l'ai interrompu. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Je suis sorti du bureau sans me retourner. J'ai vendu ma part de l'entreprise un mois plus tard. J'ai signé les papiers avec un acheteur que Julien a trouvé, une entreprise technologique qui était intéressée par notre portefeuille de clients. L'argent de la vente a été plus que suffisant pour repartir à zéro. J'ai lancé une nouvelle entreprise, seule, sans personne d'autre pour me trahir. Et avec mes connaissances, j'espère la mener au succès. Une nouvelle ère. Aujourd'hui, ma vie à Paris a une saveur différente. Je me suis installé dans un appartement près du canal Saint-Martin, où l'ambiance est plus jeune et créative. J'y prends souvent mon café du matin, observant les gens flâner le long de l'eau, les artistes exposer leurs œuvres. C'est un quartier vibrant, plein de vie, à l'opposé de la maison familiale où mes souvenirs ont été souillés. J'ai même découvert une passion pour les brocantes du Marais le week-end, une manière de redécouvrir le plaisir des choses simples et uniques, sans les fioritures coûteuses que Valérie et Martine chérissaient tant. L'été dernier, j'ai assisté à la fête de la musique, perdant le compte du temps en me laissant emporter par les mélodies dans les rues de Montmartre. C'est une touche de modernité française, une joie simple et partagée, qui a remplacé le luxe ostentatoire de mon ancienne vie. Mon entreprise se porte bien. Je travaille à mon propre rythme, entouré de personnes en qui j'ai appris à avoir confiance, après de longues et difficiles leçons. Les souvenirs douloureux s'estompent, laissant place à une nouvelle perspective. J'ai appris que la trahison peut être un catalyseur pour la croissance, une opportunité de se redéfinir et de construire quelque chose de plus fort, de plus authentique. Alors, si jamais vous vous trouvez dans une situation comme la mienne, où le monde que vous avez construit s'effondre, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas ce que les autres vous font, vous êtes ce que vous décidez de faire après. Moi, j'ai décidé de me relever. Et je ne le regrette pas. Mon histoire est loin d'être terminée, au contraire, elle ne fait que commencer.